Bien, chers amis, nous allons reprendre pour la dernière session de la journée que nous avons intitulée Institution. Je suis très heureuse de pouvoir vous présenter Alexei Istratov, que vous connaissez déjà, je pense, tous et toutes. Mais un petit mot ne fera pas de mal. Il est donc maître de langue à l'université de Lausanne. Maître assistant. Maître assistant, autant pour moi. Maître assistant à l'université de Lausanne. Il s'occupe donc de spectacles, de sociétés et évidemment d'institutions littéraires, notamment dans la Russie impériale. Et il va nous parler aujourd'hui des institutions et des controverses littéraires en Russie au XIXe siècle. Bonjour à tous et à tous. Je suis très content de participer à cette journée, à ce projet. Donc en lisant l'argumentaire pour ce colloque, j'ai compris la question posée dans son intitulé comme une invitation de formuler une proposition d'un projet d'une histoire littéraire. Donc, un résumé, ma proposition est la suivante. En partant de l'étude socio-historique des objets littéraires, en relation avec les institutions de la littérature, je suggère d'abord de déessentialiser cette dernière notion, l'institution littéraire, en mettant l'accent à la fois sur le processus d'institutionnalisation et sur la relation, voire les relations entre les individus, les objets et les institutions, donc qui constituent ce que je appelle au cours de cette communication les institutions littéraires. Dans cette démarche, l'analyse des controverses littéraires ou des controverses impliquant les faits littéraires me paraît prometteuse dans la mesure où elle permet à la fois d'observer les tensions entre les institutions littéraires du moment hiérarchiquement ordonnées, organisées, et de les voir agir discursivement, ces institutions. Le récit qui en résultera tiendra ainsi compte des aspects techniques et sociaux du littéraire, tout en étudiant la place des écrits dans l'institution de la littérature. C'est le résumé. Maintenant, je vais tâcher, dans cette communication, d'éclaircir d'abord en quoi l'appel aux institutions littéraires paraît à la fois intéressant et pas suffisant pour un tel projet. Ensuite, je m'attarderai sur l'analyse des controverses en sciences historiques et je m'appuierai sur des exemples en provenance ou tirés de la littérature russe du XIXe siècle, mais que je convoquerai à titre d'illustration. Vraiment, ça pourrait être, et ça sera probablement au XVIIIe ou XXe siècle. Ça n'a pas vraiment d'importance. J'ajouterai que je me suis aperçu en cours de préparation de cette communication, encore brouillonne à ce stade de cette réflexion, qu'elle répond à la suggestion de Mikhail Gasparov qui a été citée ce matin, mais comme tout le monde n'était pas ici, je rappelle sa proposition, qui est une suggestion. Et il a fait 3 suggestions au sujet de la nouvelle histoire de la littérature dans le numéro de la Nouvelle Revue de littérature consacré en 2003 à la question qui est la nôtre aujourd'hui. Gasparov a évoqué comme les terrains intéressants à explorer la production de la littérature, la consommation ou la réception de la littérature, et puis l'expansion géographique et chronologique, notamment en prenant en charge les traductions vers le russe et la réception posthume des œuvres. L'expansion de ce qu'on appelle la littérature à chaque moment du passé. Comment écrire une nouvelle histoire de la littérature russe? La question qui a été retenue pour l'intitulé de nos journées peut paraître claire à première vue.
En effet, les axes envisagés, tels que l'historiographie, le canon, ainsi que sa formation et transmission, ou bien la réception, constituent une approche socio-historique de la littérature selon une démarche sinon commune, du moins connue. Or, le qualificatif nouvelle semble inviter à interroger les voies explorées jusqu'ici. Mais que signifie-t-il cet adjectif si polysémique? S'agit-il de l'histoire neuve, mise à jour, autre, différente, ou encore pas connue, inexplorée? Je pense qu'on a vu aujourd'hui, jusqu'ici, que toutes les trois exceptions interviennent de temps en temps. Donc, ça serait intéressant de savoir laquelle exprime le mieux l'intention des organisateurs. Et puis, quelle que soit l'exception visée, quel est le sens d'un tel projet? Voici la question qui est posée, sans doute implicitement par l'argumentaire, et mérite peut-être d'être abordée de front dans nos discussions, donc on a déjà fait ça, mais j'écris ma communication avant. Une pragmatique s'impose dans ces murs, dans le milieu universitaire qui est le nôtre. L'histoire de la littérature est associée à la conservation et la transmission du patrimoine non matériel. C'est pour les étudiantes qu'on construit depuis bientôt 2 siècles les récits de la littérature nationale russe. Cette transmission-transformation du canon constitue aujourd'hui un objet de recherche, comme en attestent les travaux d'Abraham Leiblatt, ou le volume sur la pratique pédagogique et le canon poétique de langue russe au XIXe siècle, dirigé par Alexei Vdovin et Roman Leibov. Il me semble qu'il n'a pas encore été évoqué ici. Je le fais. Donc, la genèse du canon littéraire dans l'Empire de Russie au XIXe siècle a été conditionnée en particulier par les réformes de l'éducation secondaire menées par le comte Dmitri Tolstoï. C'est ce que Alexei Vdovin montre avec clarté. Il établit un lien entre l'émergence de la littérature classique, la classicisation de la littérature russe à la fois ancienne et moderne jusqu'en 1840, et les politiques du grand procureur du Saint-Synode et ministre de l'Éducation nationale. Du point de vue de la sociologie des auteurs, les programmes scolaires et universitaires s'inscrivent dans le processus de consécration dont ils ne sont qu'une partie. Donc je cite, puisqu'on n'a pas encore fait ça, étrangement, les règles de l'art, on pourrait, en cumulant des méthodes différentes, essayer de suivre le processus de consécration dans la diversité de ses formes et de ses manifestations: inauguration de statues ou de plaques commémoratives, attribution de noms de rues, création de sociétés de commémoration, introduction dans les programmes scolaires, etc. D'observer les fluctuations de la cote des différents auteurs à travers des courbes de livres ou d'articles écrits à leur sujet, de dégager la logique des luttes de réhabilitation, etc. La constitution du canon et la reconnaissance des auteurs se présentent par conséquent comme les processus dynamiques plutôt que comme une liste des chefs-d'œuvre ou un panthéon intemporel. Et la mise à distance critique du dit canon dans nos travaux peut paraître peu compatible avec la constitution d'un autre canon dans le cadre d'une nouvelle histoire de la littérature. Mettre à jour le canon, point d'interrogation. Ainsi, l'adjectif nouvelle, je reprends mes gloses sur l'intitulé du colloque, capte en premier lieu l'attention, mais l'expression qui suit, l'histoire de la littérature, qui désigne ici le genre décrit, pose à son tour plus d'un problème. Pas nécessairement de la même manière que le fait Roland Barthes dans son article de 1960, Histoire ou littérature, où il s'agissait d'isoler les tâches disciplinaires, de les distinguer bien. Comme le rappellent les organisateurs, et surtout les organisatrices, chaque composante terminologique de l'expression est sujette à interrogation. De quelle histoire et de quelle littérature parle-t-on ?
il me paraît malaisé pour notre démarche de proposer une première définition de ce qui est, en toutes circonstances, littérature, pour ensuite observer son évolution historique. Donc je me cacherai devant d'autres notions, en citant d'abord Alain Vaillant, qui dans son livre L'histoire littéraire introduit une alternative intéressante, à mon sens. Donc sa notion de la communication littéraire vient pour éviter de proposer une définition restrictive de la littérature. Il parle de la communication littéraire qui se définit par la destination ouverte, la réception différée et l'absence d'utilité immédiate et concrète. Je rajoute en note de bas de page que finalement il ensuite propose plusieurs types d'imaginaires liés à la littérature pour quand même cadrer un peu plus, mais je me limiterai à cette proposition très générale. Dans le cadre de ma démarche, l'historicité, parce que c'est bien l'historicité qui nous intéresse ici, réside précisément dans l'observation des normativités appliquées aux objets qu'on associe à tel ou tel moment à la littérature, selon les définitions du moment de celle-ci. Elle n'est pas très heureuse cette phrase, mais j'espère que vous voyez ce que je veux dire. Donc, les agents ou les acteurs sociaux de l'époque proposent à chaque fois, et en permanence, et sans cesse, et en débattant leur proposition de ce que c'est que la littérature. De telle sorte que les articulations entre l'histoire et la littérature relèvent d'agents sociaux impliqués dans la production, circulation et réception des faits littéraires. L'histoire de la littérature se voit ainsi dotée d'une dimension synchronique et diachronique à la fois, et ceci dans plusieurs espaces-temps. Je propose ainsi d'ériger cette incertitude quant au statut de l'objet étudié en principe méthodologique. De telle sorte qu'en partant du canon, c'est-à-dire d'une structure cristallisée, d'un stock solide de références rétrospectives, mobilisées, réactualisées, étudiées, on pourrait aller en arrière en direction des valeurs en cours d'affirmation et nécessairement de contestation. Dans les parties qui suivent, je m'attarderai donc sur deux notions clés de mon intervention, institution littéraire et controverse. La notion de l'institution littéraire est une réponse possible à l'exigence d'articulation entre la littérature et l'histoire, et une réponse qui a émergé dans les années 1970, je le dis pour toi Rodolphe, dans la sociologie, pas 70, et a ensuite intégré les études littéraires. Institution littéraire, je cite la définition synthétique de Lucie Robert, nomme à la fois une pratique sociale érigée en valeur, le processus qui permet à cette forme de s'établir de façon durable et des instances concrètes qui la prennent en charge. Ainsi, l'institution littéraire peut désigner l'ensemble des normes, codes et coutumes qui régissent la création de la lecture, et la lecture, par exemple les genres. L'institution de la littérature désigne le processus historique par lequel la littérature est devenue une forme sociale reconnue et légitime. J'ai retenu cette définition, c'est l'une parmi d'autres, car elle insiste sur la relation entre la pratique sociale avec ses codes internes et son environnement social, alors que Abraham Rydblad, par exemple, insiste davantage sur la composition interne du système littéraire. Il en résulte, chez Rydblad, la littérature comme une institution sociale autonome, avec les rôles sociaux indispensables. Pour lui, il parle vraiment de... S'il n'y a pas, par exemple, bibliothécaire, je pense qu'il y figure, ça ne marche plus, c'est pas la vraie institution littéraire. Par ailleurs, la définition de Robert met un accent sur la mise en valeur de la pratique sociale, une nuance qui a des répercussions importantes pour l'analyse des controverses, évidemment.
Pour un commentaire historiographique, notons qu'à part Abraham Rydblad, déjà évoqué, ce sont les sociologues Lev Gudkov et Boris Dugin qui se sont consacrés à l'étude de l'institution de la littérature. De manière parallèle, William Todd III a appliqué la réflexion qui se faisait dans le domaine, donc sociologie essentiellement, dans les années 1980, à l'époque de Pouchkine. Donc les vertus de l'approche par les institutions sont bien connues, je ne vais pas m'étaler là-dessus. Je vais évoquer quelques limites qu'elle affiche dans le contexte de notre réflexion commune. Todd a nommé un problème qui est, il semble, à l'origine de l'intégration difficile de cette méthode aux études littéraires. Donc il dit « Considered as a whole, they » étude de l'institutionnalisation littéraire, reveal a vexing problem for the enterprise of literary sociology. How to account for literature as a social institution that responds to historical forces and situations without ignoring the dynamics of the literary text and the compelling force of literary tradition. Ceci n'est pas la seule limite de l'approche par institution. Je vais en évoquer deux autres qui relèvent, un du domaine plutôt savant et l'autre du domaine plutôt de la transmission, donc l'enseignement de la littérature. Donc premier des deux, c'est que le regard institutionnel laisse nécessairement de côté les sites de production littéraire qui sont marginalisés, voire disqualifiés par le processus de légitimation. On sait très bien, ça c'est une manière, ce que je viens de dire a été dit par les formalistes notamment, qu'il y a ce qu'on appelle BUIT, donc il y a les instances extra-littéraires qui, à un moment donné, peuvent entrer dans la matière littéraire, dans la médiation littéraire. Mais si vous voulez, cette distinction formaliste, elle pose problème aussi, parce que le littéraire, même s'il n'est pas encore institutionnalisé, peut rester littéraire. Donc c'est, par exemple, le folklore. Avant sa découverte et appropriation, il existait quand même. Ça ne veut pas dire qu'on devrait ne pas y penser, parce que la littérature légitime n'en parle pas. La perspective réelle dont parle Abraham Rydblad devrait alors être mise au pluriel. Les perspectives. Ici, la méthode statistique touche à ses limites, notamment. Pour l'histoire de la littérature, les asymétries du système littéraire donné sont fondamentales. Pour certaines périodes, les tirages des imprimés ne sont pas un indicateur valable de ce qui se passe réellement. Pendant l'époque de Pierre Ier, les premiers imprimés ont des tirages incroyables. Il y a des milliers de livres et il n'y a pas autant de personnes lettrées dans le pays. Donc les historiens du livre savent très bien que c'est les livres qui sont les plus faciles à trouver dans les bibliothèques provinciales, etc. Il est donc nécessaire d'envisager ces sites où la production du littéraire se fait, entre autres choses, comme on l'a déjà fait par exemple avec la cour impériale ou l'académie. Donc c'est pas l'institution littéraire, mais la littérature se fait dans ces sites. Les spectacles, y compris de danse, les expéditions littéraires, la radio, le monde de la musique, ne sont que les sites d'expérience humaine qui fournissent de la matière à la littérature. C'est aussi les sites de diffusion de celle-ci. Donc vous voyez, c'est normalement comme ça qu'on les aborde. Donc c'est soit on les thématise dans la littérature, soit la littérature est mobilisée dans les sujets, etc. Mais en fait, il y a le littéraire propre à ces sites. Il fait le littéraire propre à ces sites. Comme par exemple le livret d'opéra, qui était l'un des premiers, où le syllabotonique russe a émergé. Cette approche attentive aux déterminations et appartenance sociale de l'objet littérature résiste, donc ça c'est ma dernière remarque, à la transhistoricité inhérente au travail en sciences historiques et tout particulièrement à nos enseignements.
transhistoricité est en effet une exigence et la sociologie des institutions reconnaît bien que la production des valeurs littéraires ne s'arrête pas avec la mort de l'auteur, ni même avec les changements techniques de la reproduction des objets littéraires. Et pourtant, il existe une transhistoricité du présent, de notre moment, du moment du partage de sensibles, qui nous est propre dans nos lectures intuitives, associations aléatoires, goût et dégoût, etc., qui résiste à qui n'est pas très compatible avec cette démarche socio-historique. Je voulais juste faire apparaître cette partie de nos expériences de lecture qui n'est peut-être pas très disciplinée, mais qui est très importante pour l'avancée de nos recherches et autre chose dans la vie, d'ailleurs. Pour répondre à ces limitations, je propose d'étudier les controverses afin d'observer le moment de l'institutionnalisation et de la mise en question des pratiques littéraires. Mais qu'est-ce qu'une controverse ? Alors, les synonymes sont assez évidents, dispute, polémique, querelle, affaire, cause célèbre. Cette controverse, donc vous comprenez le terme, j'imagine, qui est d'ailleurs pas toujours évident pour traduire en russe. Controverse, c'est un mot un peu désuet, mais je me dis que ça pourrait être pas mal justement pour le sémantiser dans le sens qui nous intéresse, de prendre un mot qui n'est pas très, très courant. Cette méthode, cette lecture, cette démarche vient de l'histoire des sciences des années 1980. Dans ce domaine, la controverse est définie par l'homogénéité des intervenants, la formalisation des épreuves et la clôture de la controverse sur un nouvel état des connaissances. Donc, je vais citer les auteurs d'une introduction historien, Christophe Prochasson et Anne Rasmussen. Ce régime prévaut lorsque des chercheurs et des scientifiques créent un espace commun pour la confrontation d'arguments et de méthodes visant à qualifier, mesurer et interpréter des phénomènes. Cette genèse résonne particulièrement bien avec le fait que les changements techniques dans la production et diffusion de l'imprimé est constamment thématisé dans les textes littéraires et parfois apparaît explicitement dans les controverses littéraires du XIXe siècle, notamment. Donc, Almanachny Period, donc quand on parle des périodiques, de manière de se faire publier, quand on parle du roman feuilleton, quand on parle de Sienkiewicz, etc., tout ça, c'est des choses liées au changement technique dans la production des imprimés. Comment reconnaît-on la controverse ? Donc, je donne des éléments de définition. Il n'y aura pas de paragraphe avec l'ensemble de cette définition. Mais donc un sociologue, Cyril Lemieux, le décrit comme un conflit triadique dans lequel le seul juge est le public, mais le public des pairs. Donc, c'est-à-dire, il y a deux instances au moins, donc du haut, et puis il s'adresse à un public réel ou imaginé, mais qui n'est pas monsieur tout le monde. Donc c'est le public qualifié. Pourtant, la controverse peut sortir et aller très loin, dépasser très loin la communauté des experts. Un exemple évident, récent, réchauffement climatique, est-ce qu'il existe, quelle cause, etc. Et donc vous savez bien qu'il y avait, pas loin d'ici, au palais du Luxembourg, une réunion à huis clos des experts sur la question, pour que la présence médiatique ne les perturbe pas, pour qu'ils soient Gamborski Schott, ce genre de démarche. L'analyse, un autre exemple, est-ce que le tabac nuit à la santé, par exemple ? Et vous voyez bien avec ça, c'était une controverse. Je ne sais pas si quelqu'un s'en souvient encore, mais maintenant, ce n'est plus le cas. C'est une controverse qui a été clôturée et qui a des répercussions légales et d'autres. L'analyse de controverse met au jour les échafaudages qui préexistent
à la formulation des énoncés, questionne l'illusion rétrospective de leur nécessité, insiste sur le processus, les aléas, le travail, les interactions sociales et les intérêts en jeu dans la production des sciences, en dégage, s'il y a lieu, les perturbations politiques. L'histoire littéraire, en particulier, dispose depuis longtemps de la notion de querelle littéraire, de telle sorte que certaines querelles ont un statut fondateur de la modernité littéraire. Ainsi, la querelle des anciens et des modernes en France à la fin du XVIIe siècle, ou la dispute des archéisants et des novateurs en Russie au début du XIXe siècle. Ma réflexion se déroule en trois manières d'aborder les relations entre lettres et controverses. Donc, première manière, il s'agit des luttes d'opinion qui fournissent la matière aux représentations fictionnelles qui s'approprient des débats importants et les mettent en scène à leur façon. Certaines de ces représentations, canonisées, structurent jusqu'à la mémoire historique. Ainsi, les choix militaires de Kutuzov sont transmis via les représentations romanesques de Tolstoï. Donc, on est d'accord qu'il y a peu même parmi nous, peu de personnes qui sont allées voir l'historiographie des guerres napoléoniennes, mais on a quand même lu Guerre et paix, même si c'était il y a longtemps, on a sauté les scènes de bataille. Les œuvres artistiques, donc deuxième manière, faisaient parfois elles-mêmes polémique et produisaient des effets clivants dans la société. C'est pourquoi on considérera les œuvres littéraires comme partie prenante dans les débats qui leur étaient contemporains, en mettant en avant leur visée extra-esthétique. C'est le cas des œuvres satiriques, par exemple, mais aussi des productions artistiques qui transgressent les visions normatives de ce qui est admissible dans l'art, du point de vue à la fois de la forme et du thème. Donc je ne sais pas, j'hésite à chaque fois de citer des exemples. L'idée que chacun essaie d'imaginer, de donner une réalité concrète dans son esprit à ce que je dis de manière assez abstraite me plaît assez. On va peut-être revenir à ça tout à l'heure, aux exemples. Enfin, certains phénomènes questionnent la frontière même entre ce qui est art et ce qui ne l'est plus. Ils produisent ainsi des controverses qui touchent aux valeurs dominantes de la cité. Dans le temps qui me reste, je vais m'interroger sur la force et la faiblesse de l'approche des objets littéraires à travers ces différentes dimensions de controverse. Donc, cette approche, d'abord, fait converger l'analyse internaliste, qui relève de l'histoire des idées et des formes, et l'analyse externaliste, la sociologie de l'activité intellectuelle, des usages des écrits, etc. Donc, ce qui posait problème à Todd, enfin, il a dit en tout cas que c'est là où il voit la difficulté, comment faire signifier ces deux choses ensemble. Ensuite, elle place le dialogisme et la conflictualité au cœur de nos interprétations des écrits. Donc il y a tout de suite quelque chose comme un geste dynamisant. On n'est plus un texte qui veut tout et rien dire. Il est situable dans l'action à laquelle il renvoie. Donc là-dessus, sur ce qu'on appelle disputing process, c'est aussi quelque chose qui est important pour l'histoire des sciences. Prochasson et Rasmussen dit il convient de prendre en compte la dimension fondamentalement discursive des controverses, objets de langage et de rhétorique à visée argumentative qui tendent à persuader, convaincre, démontrer, provoquer l'adhésion, affirmer l'autorité, créer un sentiment d'évidence, établir des relations avec des interlocuteurs. Je pense qu'on oublie parfois que les textes littéraires ou les faits littéraires, les objets littéraires, ont aussi cette visée-là. Ainsi, les textes y apparaissent comme action. C'est ce que Christian Jouot a pas mal démontré dans ses travaux sur les Mazarinades, par exemple. Donc c'est un historien du littéraire français du XVIe, XVIIe siècle. Ça aussi me paraît très important pour, encore une fois, je répète l'intention principale, historiser les objets littéraires. Ensuite, le public ici apparaît
comme destinataire, mais aussi partie prenante des controverses. Et ça, il me semble très important pour en arrêter avec l'approche statistique. Quand on parle du public dans le cadre complètement capitaliste, par les nombres, pour illustrer le succès de telle ou telle chose, par l'achat des livres, ce genre de choses. C'est pas que comme ça qu'on peut adresser et mesurer l'application du public, des lecteurs. Ce qui est important, en revanche, et là c'est une réflexion sur ce que je viens de dire, donc l'approche est intéressante parce qu'elle inclut aussi le discours scientifique, c'est qu'il y a des porte-paroles du public qui émergent tout le temps, qui disent qu'ils parlent pour toute l'humanité, toute la civilisation, tout le public éduqué, etc. etc. Ensuite, et ceci peut-être parle plutôt à mes sensibilités de quelqu'un qui a beaucoup travaillé sur le spectacle, deux aspects. C'est qu'il y a un accent sur la description épaisse, thick description, terme d'anthropologie de la culture de Clifford Geertz, qu'il a repris à quelqu'un d'autre, mais qu'il a popularisé. C'est-à-dire qu'on est, comme il s'agit d'une action, des gestes socialement situables qui impliquent les objets littéraires et qui produisent des normativités littéraires, qui les fait exister, qui font exister les institutions discursivement, on peut se plonger un peu dans cette description et de décrire ce que je viens d'évoquer du point de vue de l'action collective, où il y a une multitude d'acteurs. Ouais, mais 5 minutes. C'est parfait, c'est parfait. Et ceci fait référence aussi à la notion de l'événement et interroge les causalités dans ces événements. Parce que on y travaille, on parle, on réfléchit par événement, même si on s'occupe des textes, c'est quand même quelque chose qui caractérise l'histoire et le discours. Finalement, il s'agit de la production des savoirs et des valeurs sur laquelle Antoine Lelty dit quelle que soit la dimension polémique de la controverse, celle-ci réorganise à un degré plus ou moins important l'économie des savoirs. Dans cette perspective, les controverses ne sont pas seulement des moments de conflit venant parasiter la production normale des savoirs, mais bien des épreuves de la grandeur. Donc, excusez-moi, c'est très science sociale, là c'est sociologie pragmatique, épreuve de la grandeur, qui permettent aux savoirs nouveaux de se mesurer et de s'imposer. Donc, on met en perspective commune les textes littéraires et les paratextes, ainsi que d'autres écrits, y compris universitaires, dans le cadre de cette démarche-ci. Les mythes. Il y a 2 limites, et puis conclusion en 2 mots. Je vais être rapide. Je vais sauter quelques citations. Est-ce qu'il y en a? Non, c'est bon. Question de chronologie et des limites chronologiques d'application de la méthode proposée que je me pose. Et donc là, j'aurais vraiment besoin de vos compétences, de vos spécialismes diachroniques. Par exemple, quelle est la place des controverses dans les sociétés absolutistes ou autoritaires? Est-ce que cette idée de la sphère publique où le débat est possible peut être appliquée à d'autres périodes que, en gros, les démocraties occidentales du 19e, 20e et 21e siècle? Question de visibilité et de médiatisation dans les sociétés contemporaines pose problème aussi. On vient d'en parler avec le propos de Catherine Géry. Donc, il faut pouvoir accéder à une controverse. La controverse ne se fait pas chez soi quand on est exclu du champ légitime ou du champ de la production culture légitime. Et inversement, il y a quelque chose comme une inflation des controverses. Par exemple, les avant-gardes affichent une conscience de controverse et commencent à surenchérir sur le scandale, querelle, etc. Donc, est-ce que les avant-gardes et puis ce qui est ensuite dans les arts contemporains
fait que on est à sec, l'analyse piétine. Ma conclusion. De manière générale, j'ai l'intuition que les controverses... non, d'abord, quelle est la particularité des controverses littéraires en comparaison, par exemple, les controverses scientifiques? C'est la question que je me pose. Pour l'instant, je n'ai qu'une hypothèse. Par exemple, je me demande si une controverse littéraire peut vraiment être clôturée. Par exemple, quand on parle de... je vais prendre un exemple facile, père et fils, les nihilistes, Noé-Ludi, etc. Est-ce qu'on va finir par comprendre ce que voulait dire Turgenev, ou quel est son positionnement vis-à-vis de Bazarov, ou est-ce que Bazarov est un nihiliste connoté positivement, ou c'est une discussion critique? Bref, voilà, donc vous voyez, vous connaissez cette polémique. Est-ce qu'on va pouvoir l'arrêter? Je ne sais pas. De manière générale, j'ai l'intuition que les controverses littéraires, c'est une deuxième intuition, ne portent jamais que sur la littérature. C'est ça ce qui, je pense, peut être très intéressant, mais éventuellement représenter aussi un défi, comme à tout. C'est-à-dire, on fait appel immédiatement quand on parle de la littérature et on essaie de questionner la légitimité de telle ou telle démarche, on fait référence tout de suite à quelque chose d'autre, qui n'est plus de la littérature, qui n'est pas de la littérature. Communauté nationale, éthique, Dieu, famille, tout ce qu'on veut, mais en tout cas, je serais content d'avoir votre avis là-dessus. J'ai terminé. Merci. Merci Alexei pour cet exposé particulièrement riche, foisonnant. Des remarques, des questions? Oui? En fait, je trouve votre exposé très intéressant. J'avancerai très modestement une illustration, puisque vous parlez de choses abstraites et comment ça peut être reçu par le public. Et donc, lorsque vous posez la question, par exemple, est-ce que le tabac nuit à la santé? Controverse, donc là, on a effectivement un discours scientifique qui s'engage, ensuite, on va légiférer, effectivement, et on obtient une loi, la loi Evin. Et donc, la loi Evin, en fait, va changer effectivement les choses dans la mesure où vous pouvez le constater sur le temps. Vous ne fumez plus dans les lieux publics, alors que, par exemple, dans les années 80, pour citer une période qui pour moi, signifie eh bien, vous pouviez allègrement fumer dans les couloirs du métro, même dans les trains, etc. Les avions, oui. Voilà. Donc, là, par rapport à effectivement un autre élément que vous soulignez dans votre conclusion, est-ce qu'on peut clore une controverse scientifique? Semble-t-il. C'était pas ma question. Ma question se portait sur la controverse littéraire. Oui, mais par rapport à la controverse scientifique, là, effectivement, il semble que... Oui, il a fait une chose. C'était une remarque. Jusqu'au jour où quelqu'un dira que le tabac ne nuisait pas. C'est vrai. Bien sûr. Ça peut arriver. Ça peut aussi arriver. Je suis d'accord avec vous. Je crois qu'il ne faut pas non plus oui, non, j'entends. trop opposer les uns et les autres. Il y a des exemples, je peux donner moi-même, voilà, si vous voulez bien. Il y a des exemples, évidemment, mais ce n'est pas toujours des véritables controverses, mais de la pression, de l'oppression des institutions de la censure, par exemple. Donc on va interdire les fleurs du mal. On ne va pas les publier, en tout cas pas en intégrité, jusqu'à 1947. Donc il y a des interventions ensuite légales qui rend la chose légitime, on inclut ça dans la Pléiade, etc. Donc dans ce sens-là, oui, il y a une clôture pour une controverse. Mais ça, on assiste quand même à quelque chose qui n'est pas une simple controverse. Controverse peut accompagner cette action, mais c'est l'acte de censure, initialement. Donc c'est pas vraiment... Est-ce que la loi Evin n'est pas un acte de censure?
La loi? La loi Évon, pour revenir à cette question du tabac, c'est un acte de censure. Je crois qu'il ne faut pas qu'on confonde la science, l'opinion, la loi, la législation. Oui. C'est tout ça, c'est très compliqué. Et alors, dernière question, est-ce que pour savoir Pourquoi dernière? Bazarov est vraiment un nihiliste, est-ce que c'est une controverse littéraire? C'est au contraire, c'est l'utilisation sociale de la littérature qui est commune, qui est connue pour la seconde moitié du 19e, c'est pas véritablement une controverse littéraire. Merci beaucoup. Justement, je me La demande... controverse littéraire, ça porte sur justement qu'est-ce que c'est qu'une élégie, C'est pas une controverse. qu'est-ce que c'est que poéma, qu'est-ce que c'est que voilà, qu'est-ce que c'est qu'un roman, qu'est-ce que c'est qu'un récit, ça c'est des controverses littéraires, mais la façon dont la société russe peut débattre de qui est Bazarov, etc., surtout à l'époque de l'écriture, c'est plutôt une controverse politico-sociale. Une controverse littéraire. Ouais. Mais moi je répondrais que vous dites que c'est le débat social qui se sert, qui instrumentalise la littérature, et moi je pourrais dire qu'inversement la littérature instrumentalise le débat social et en fait sa matière. Donc, particulièrement en Russie, ce qui répond un peu à la question que tu posais, c'est-à-dire comment est-ce que les controverses existent dans un pays d'abord qui est autocratique et ensuite où il y a très très peu de moyens de communication, de supports de communication pour diffuser l'information. Et on sait tous qu'effectivement la littérature a été surinvestie également pour ça, parce que c'était un champ qui permettait de parler de toute autre chose. Mais effectivement, moi je ne serais pas aussi radical que Catherine. Il y a controverse là où il y a question sur le positionnement de l'écrivain lui-même. On en a parlé, on en a parlé avec toi à propos de Griboyev par rapport à Tchatsky, ça peut être évidemment Turgenev par rapport à Bazarov, etc. Donc c'est pas tant dans le sens de ce que ça dit sur l'opinion du public sur tel ou tel phénomène politique ou social, que sur la manière dont l'écrivain se positionne, et on le voit bien à chaque fois de manière extrêmement ouverte et ambiguë. Je dirais même qu'en fait c'est là le débat, ou l'un des débats principaux de la littérature, parce que c'est un débat sur représentation. Qu'est-ce que ce personnage représente? C'était vraiment plus un débat littéraire, il me semble, le débat, parce qu'il y avait l'étonnant du roman nihiliste, enfin ceux qui allaient suivre Chaudiel, et puis les romans anti-nihilistes, et là on a eu une vraie controverse littéraire qui a exclu en plus certains auteurs comme Nikolai Leskov, je suis désolée de refaire ces gens, après le désastreux Nanajar ou Niekuda, mais il n'a pas été le seul, il y a eu énormément il y a eu tout cette controverse a généré, en plus des textes, elle a généré énormément, il y a une littérature contre-nihiliste qui est très très importante dans les années 60-70, dont on connaît en fait juste les grands textes, mais en fait il y a eu peut-être une cinquantaine de romans anti-nihilistes qui ont été rédigés et qu'il y a eu un véritable débat, une vraie controverse. Alors cette fois pas qu'en termes de représentation justement, mais en termes de vraiment dans un... Enfin, moi ce que j'aime bien dans cette controverse, c'est l'articulation littéraire extra-littéraire justement. Je trouve que là on tient quand même quelque chose qui est important, c'est la question de la performativité aussi de la littérature. C'est vrai que c'est quelque chose qu'on a un peu tendance à laisser parfois dans nos réflexions de côté. Et je trouve que là, c'est aussi un outil qui est important pour ça. Alors, il pose plein de questions, bien évidemment, mais c'était le but de ton intervention aussi, c'était de susciter des interrogations. Mais je pense que en tout cas, il y a quelque chose, à mon avis, de productif, si on commence à réfléchir en termes de controverse, ça me plaît bien, en fait. Merci beaucoup. Juste pour complémenter, c'est effectivement, je pense que c'est ça ce que j'aimerais éviter, c'est de dire ça c'est de la littérature, c'est pas de la littérature, parce que dans les réponses les plus connues, Christomatine et de Pisarev et Skachinsky, Pisarev dit Turgenev voulait critiquer les nihilistes, mais en fait c'est un bon écrivain. Et donc, Bazarov, c'est un vrai, il est très bien représenté, etc. Et Skachinsky dit que finalement, Turgenev, c'est un mauvais écrivain, et donc son Bazarov ne correspond pas du tout à ce que c'est le nihiliste, etc. Donc, c'est vraiment, la question porte sur la maîtrise de l'art littéraire et compétences proprement littéraires. Moi, j'avais
une question. Tu disais que tu t'es intéressé par la possibilité de comparer ces controverses littéraires avec des controverses scientifiques pour essayer de cerner la spécificité de la controverse littéraire. Alors, les controverses scientifiques, si tant est que, effectivement, ce sont bien des controverses qui viennent à l'esprit pour le contexte russe, c'est plutôt des débats, j'imagine, sur le marisme, des choses comme ça, sur la génétique, sur la cybernétique, c'est-à-dire que celles qui viennent à l'esprit sont quand même liées au XXe siècle et précisément un contexte dans lequel il n'y a pas tellement de place pour la discussion, sinon la discussion organisée d'en haut et qui sert d'ailleurs des dessins politiques. C'est une question à brûle pour point. Qu'est-ce que tu connais comme controverse scientifique importante russe au 19e ou au 18e siècle qui pourrait servir d'exemple avec lequel comparer Alors, oui, c'est vrai. La théorie normaliste. Oui, et la théorie normaliste c'est un débat qui dure des siècles, qui n'est pas clôturé. Oui. Qui doit être un peu littéraire. Qui est très littéraire, je pense, ouais. avec toute l'imaginaire linguistique, enfin l'étymologie naïve, etc., etc. Mais sinon, c'est vraiment ce que je craignais, me disant, mais quelle controverse sous Staline, quoi. C'est pas possible. Mais finalement, je me rends compte qu'on a affaire souvent à un résultat, à ce qui s'est produit, donc à intervention d'État, etc. Alors que sur la génétique, par exemple, il y avait bien une controverse initialement qui a été violemment clôturée. Mais en fait, on ne la connaît pas très bien, parce qu'on n'en parle pas tellement, on parle du résultat, voilà, ce qui s'est fait, Kalinin, etc. Par rapport à la psychanalyse, peut-être aussi, d'ailleurs, parce qu'il y aurait des choses à voir, peut-être, en termes de controverse. Oui, c'est... Au moins jusqu'aux années 35-36. Oui, c'est ça. Je crois que quand Zoshenko fait paraître Avant le lever du soleil, c'est bien ce type de choses qui ressortent. Oui, mais il y a tout de suite, enfin, pas tout de suite, pas tout de suite. Il a réussi à publier 5 ou 6 chapitres. Oui, mais on l'a quand même, je pense qu'il figure, Перед Восходом солнца figure dans un постановление о журналах Звезда и Знамя, donc il a quand même encaissé assez vite. Parce qu'il y a eu des fausses controverses. Ce qui est intéressant en cas de censure, c'est que la controverse, elle est détournée vers autre chose, en fait. C'est-à-dire que l'objet même de la controverse ne va pas être dit, même si tout le monde sait exactement sur quoi ça porte, mais le discours portera sur un autre type de controverse. Et avec Zoshenko, il me semble que c'est ce qui s'est passé autour de ce texte. C'est très Catherine, intéressant. d'ailleurs, a écrit un article dessus, donc je pense qu'il pourra peut-être, je ne sais pas, confirmer ou infirmer. C'est très compliqué, on va dire. Non, c'est à la fois compliqué et simple. Je note. Non, mais l'objet, il a dissimulé la psychanalyse, donc... oui, mais voilà, on l'a vu en même temps. Voilà. On va le voir. Et non, justement, ça reste un problème, mais des gens comme Léonie Deller vous diront qu'au contraire, c'était tout bien organisé. Ce qui reste un problème, c'est qu'on l'encourage à le publier. Donc il publie le début en 1943 avec, avec les accords au plus haut. Bon, il y a après une interdiction, mais quand il y a la résolution de 1946 où il est nommé, c'est pas pour ça. C'est tout à fait pour autre chose. Voilà. Donc les travaux les plus récents tentent à dire que en ce qui concerne la 1946, pourquoi Zoshenko, pourquoi Akhmatova, alors qu'on écrit partout, on comprend bien que, parce que la position actuelle la plus acceptée scientifiquement, c'est que ni l'un ni l'autre n'avait plus de chances que d'autres de servir de cible et de victime. On a pris eux parce qu'il y avait des dossiers sur eux qui étaient déjà préparés, mais c'est pas spécifiquement eux qui étaient visés. Mais voilà. Alors c'est un petit correctif, mais ça rejoint ce qu'a dit Catherine quand même sur la difficulté d'interpréter beaucoup de ces épisodes de la période soviétique où d'abord les raisons exactes, on n'arrive jamais vraiment à les formuler, sauf dans certains cas, et puis surtout que par telle controverse littéraire, on vise certainement par derrière
des jeux politiques qui échappent et qui demandent et qui sortent du domaine vraiment qui échappent aux acteurs littéraires eux-mêmes. Et du coup, justement, ça reste, ça redonne de la pertinence Oui, c'est vrai. à l'outil controverse, il me semble. Ah oui, et la controverse, bon, ça va choquer beaucoup qui considèrent que tout est organisé d'en haut et que tout est lisible à la période soviétique, mais je pense qu'effectivement, pour la période soviétique, ça peut tout à fait jouer dans un certain sens, et où ça c'est intéressant, la controverse. C'est pour ça que j'avais agi sur Bazarov et Nili, c'est il faudrait se concentrer sur les controverses qui donnent l'impression quand même qu'on change de cycle, de paradigme, qu'il y a un basculement qui se fait. Voilà. Comment ça Voilà. s'articule avec l'histoire? Avec l'histoire. Alors c'est pour ça que ce qui manquait peut-être dans l'exposé, c'est l'articulation entre controverse, où j'ai manqué un maillon, et institution. Et institutionnalisation. Il a fait, mais il a été fait dans le passage de William Easton justement à la controverse. Moi, je crois que si je regarde les notes, je vois qu'il y a quelque chose. Il faut que je libère la. Merci beaucoup.